La tendance, oui, elle est clairement à la baisse. On a eu une très bonne année en 2011 et puis après, ça chute. Notamment, je parle de ma mielée de tournesol qui est ma mielée principale et maintenant, ça devient un peu le loto, quoi. C'est le fait de regarder autour de moi qui m'a fait me dire qu'il y a quelque chose qui changeait et autant prendre le train au départ, quoi. Il faut qu'on change notre façon de produire. Et il faut qu'on se remette à prendre compte de notre environnement, notamment les abeilles, hein. Mais il n'y a pas que ça, hein, notamment les abeilles. Le cheptel apicole français compte environ 1 300 000 ruches appartenant à plus de 50 000 apiculteurs. Seulement 3% d'entre eux sont professionnels, mais ils possèdent 50% du cheptel et assurent 2/3 de la production de miel. Même si les productions annuelles peuvent être aléatoires, les productions de miel sont globalement en baisse depuis la fin des années 90. Et cette tendance fragilise la pérennité de nombreuses exploitations apicoles. Alors comment expliquer cette tendance ? Les abeilles doivent faire face à une accumulation de stress différents. Tout d'abord le parasitisme dû au varroa et les maladies qui y sont associées. Les conséquences liées à l'intensification agricole, comme la réduction des espèces florales et l'utilisation des produits phytosanitaires, dont les effets cocktails sont très mal connus. L'arrivée récente d'un nouveau prédateur, le frelon asiatique, et enfin les dérèglements climatiques. Avant, c'était des rendements assurés, même les jeunes reines faisaient du miel et maintenant, on ne sait pas. On retrouve des ruches sans abeilles, des mielées qui ne démarrent pas, des mielées toujours plus courtes. Face au déclin des colonies, maintenant, on est obligé de passer par un élevage de reines, c'est-à-dire qu'artificiellement, je produis des reines pour chaque année changer les reines qui ne tiennent pas. Il y a un énorme travail supplémentaire pour l'apiculteur pour réussir à conserver son cheptel. Si nous n'intervenons pas, si l'apiculteur n'intervient pas aujourd'hui, toutes les ruches crèvent du cheptel. Ça, c'est une certitude. Si le savoir-faire et le travail des apiculteurs permet de maintenir un cheptel de colonies relativement stable, les pollinisateurs sauvages, soumis aux mêmes pressions, voient eux leur population décliner. Et si les pollinisateurs venaient à disparaître, l'impact économique sur l'agriculture serait considérable. En effet, 84% des espèces cultivées en Europe dépendent de la pollinisation par les insectes, ce qui représente un marché évalué entre 14 et 27 milliards d'euros. L'apiculteur et le cultivateur ont donc des intérêts communs. On essaie d'avoir un véritable partenariat avec les agriculteurs, car on a besoin d'eux comme eux ont besoin de nous. Les abeilles sont totalement nécessaires pour eux, pour la pollinisation. Nous, les apiculteurs, on vit aussi grâce aux agriculteurs. Déjà parce qu'ils nous prêtent les terres pour poser les ruches, et voilà, contre un peu de miel. Dans le Gers, c'est beaucoup de bouche à oreille pour poser les ruches. On fait partie des métiers de la nature. On est passionné par la nature. Les agriculteurs sont passionnés par la nature. Ils ont ce contact avec la terre, ils aiment ça. On est liés. La simplification des paysages agricoles a appauvri les ressources alimentaires et les habitats naturels nécessaires au maintien des populations de pollinisateurs. Ainsi, dans certaines zones de grande culture, entre la floraison du colza et du tournesol, les pollinisateurs sont exposés à une disette alimentaire, pouvant exacerber l'impact des autres facteurs de stress. Toutes les initiatives en faveur de ces ressources et de ces habitats naturels sont donc favorables aux pollinisateurs. La bande mellifère, elle était contractuelle. Et en fait, je me suis aperçu qu'au niveau relationnel, cette bande m'apportait beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, et voilà. Puis je vais mettre des haies avec des bandes enherbées. Après, je vais essayer de couper tous mes champs qui sont trop grands. Je vais essayer de les couper avec des haies. L'avantage pour les pollinisateurs, c'est qu'ils ont de quoi manger. Hein. Pour les abeilles sauvages aussi, et pour tous les pollinisateurs sauvages. Hein. Il y a vraiment un plus pour la pollinisation. Hein. La réduction de l'usage des produits phytosanitaires est également largement bénéfique aux pollinisateurs. Ça fait un grand moment que je n'utilise plus d'insecticides. Les enrobages de graines non plus, parce que ça c'est un gros problème, les enrobages de graines. L'insecticide que tu mets sur la coque de la graine, il reste toute la vie de la plante. En effet, au sein des produits phytosanitaires, il est maintenant démontré que les néonicotinoïdes, principalement utilisés en enrobage, ont un impact négatif sur les populations de pollinisateurs en raison de leur forte toxicité et de leur haute rémanence dans les sols. C'est pourquoi leur utilisation sera définitivement interdite en France en 2020. Mais des alternatives permettant de limiter les intrants sont aujourd'hui possibles. Le plan Ecophyto 2, le but derrière, c'est d'arriver à l'horizon 2025, de maîtriser, diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires en utilisant ou en mettant en place des méthodes alternatives. Elles sont de deux ordres, un ordre mécanique, elle est vraiment liée à la mécanisation et à la technologie. Et deuxièmement, comme on voit ici sur cette parcelle-là, où on va utiliser la technologie pour désherber uniquement sur le rang de semis, et on va implanter en interrang
un couvert végétal qui va empêcher les mauvaises herbes de se développer, de pousser ou de se développer. Également aussi l'alternance des cultures, l'allongement des rotations, c'est également aussi l'implantation de couverts végétaux en interculture, donc entre les céréales d'été et les cultures de printemps. Derrière, on a des plantes qui vont fleurir, qui vont venir amener de la source nourricière pour les pollinisateurs, les attirer et permettre aussi en fait au tournesol, notamment le tournesol, d'avoir une meilleure pollinisation par le fait de la présence des abeilles. Le fait d'être dans l'éco-phyto me fait faire des économies. Il y a des années où je vais faire beaucoup plus d'économies que d'autres. Ça dépend le climat en fait. Il y a des années où il y a de fortes pressions maladie et il y a des années où cette année j'ai ramené, je ne sais plus, 6 000 € de produits à la coopérative en fongicide. Nombre de ces techniques culturales empruntées à l'agriculture biologique se répandent désormais dans les exploitations conventionnelles. À terme, l'intégration de ces pratiques peut leur permettre de faciliter une éventuelle conversion en bio. Le train est en marche. La volonté des agriculteurs quand même, c'est de prendre ce train et de le faire avancer et d'évoluer dans ce sens-là, parce qu'ils sont tous conscients que l'enjeu, qu'il soit environnemental, bien évidemment, c'est très important, mais il est également aussi agronomique. Et derrière, c'est aussi une garantie de sécurisation du revenu à terme des agriculteurs. Je vais changer ma façon de produire. Il y a une nouvelle génération d'agriculteurs qui essayent de changer tout ça. Parce que ça ne peut pas être l'avenir, tout simplement. Sinon, on va tout détruire. Et j'essaye d'évoluer, j'ai pas le choix, j'évolue petit pas par petit pas. Voilà. Je suis optimiste et j'ai quand même envie d'y croire. Et qu'ensemble, agriculteurs, apiculteurs, même tout le monde, on va y arriver et on va trouver la solution. Parce que ça ne peut pas en être autrement. Ces dernières années, les coopératives et les chambres d'agriculture ont largement développé leur activité de conseil sur ces alternatives culturales respectueuses des pollinisateurs. Elles sont en mesure de vous accompagner et vous orienter vers les structures pouvant répondre à vos questions.